Allô tout le monde, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Au menu aujourd'hui, nous avons eu la chance de parler avec Michel Germain de sa fondation qui porte le nom de sa fille. Aussi, Christo et moi, on s'est déplacés à la Matapédia pour visiter le belvédère des Deux-Rivières et aussi on a été à Saint-Noël pour rencontrer la propriétaire de la boutique Savon Maison. Elle nous a parlé de ses savons, mais aussi de ses produits dérivés. Avant, allons à l'actualité avec nos deux députés, Pascal Bérubé et Christina Michaud. C'est le moment de notre rencontre avec notre députée fédérale, Christina Michaud. Bonjour, Christina. Allô, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. T'as un décor différent, c'est beau? Oui, je suis en... On dit télétravail, là, c'est peut-être camping-travail. Je suis dans la MRC d'Avignon, juste à côté de la Matapédia, chez nous, à Escuminac. Donc, je profite, j'allais dire je profite du beau temps, mais il fait pas super beau. Je suis pas chanceuse dans mes vacances, mais c'est pas grave. Oui. Bien, justement, je voulais savoir, tu as visité un peu, j'ai vu que tu as visité un peu la région, comme tu disais, au début de l'été, puis aussi, tu as visité un peu d'autres places aussi à travers le Québec. Exactement. J'ai commencé à me promener chez nous. J'ai eu la chance de visiter le phare de la Pointe-Métis, qui est un magnifique phare qui a besoin d'amour, là. Alors, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça, qui m'ont vraiment expliqué comment ça se passait. Puis, on travaille sur le projet pour trouver le financement nécessaire pour la réfection du phare. Alors, puis, avec la mairesse de Métis-sur-Mer, là, pas le week-end dernier, l'autre, j'ai eu droit à une visite privée, guidée là, de tous les attraits de Métis-sur-Mer. Aussi, bon, à Escuminac ici, puis il y a le Mont-Saint-Joseph tout près à Carleton. Donc, plein d'attraits, le fun à revisiter. Je sais que vous êtes allé voir la route des Belvédères et ce sera sur mon chemin de retour. Sinon, je profite bien entendu du lac Matapédia. Je pense que c'est l'un des plus beaux attraits de notre région. Oui. Et sinon, je me suis promenée. C'est certain que j'étais à Ottawa la semaine dernière, donc j'en ai profité pour me promener un petit peu en Outaouais. Puis sinon, je suis allée faire un tour dans Charlevoix, sur la Côte-Nord aussi. Quoi d'autre? En Gaspésie, il y a quelques semaines. Donc, je me promène, puis je redécouvre notre Québec, comme plusieurs Québécois font en ce moment. Puis c'est le fun. Et vous avez probablement entendu, il y a beaucoup de monde en Gaspésie. Oui. Il y a un peu d'inquiétude par rapport à certains grabuges qu'il pourrait y avoir. Mais je pense que faut croire en la bonne foi des Québécois qui veulent venir sur notre beau territoire puis redécouvrir cette belle région. Et c'est certain qu'il y a plus de monde. C'est la COVID, c'est un contexte particulier. Je pense que les gens peuvent faire preuve de respect puis peuvent faire attention et on est tellement contents de les recevoir. Donc, c'est vraiment pas un reproche envers ces personnes-là. Mais dès qu'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions aussi. Donc, je vois la ville de Grande-Rivière, par exemple, qui a fait un camping temporaire sur un de ses terrains de la ville pour accueillir des campeurs qui n'avaient plus de place dans les campings pour contrer un petit peu le camping sauvage. Donc, il y a plein de solutions qui arrivent, puis c'est beau de voir ça. Oui, vraiment. Puis c'est ça nous fait plaisir de recevoir des visiteurs. Juste respecter un peu notre environnement, c'est important. Exactement. Ouais. Le Bloc québécois est en tête présentement au Québec dans un sondage mené par rapport aux intentions de vote. Exactement. C'est une très belle nouvelle qui prouve que notre travail est apprécié, je pense, ici dans le comté, mais à la grandeur du Québec, quand même, une hausse de 10 points là, depuis le début du mois de juin. Donc, le Bloc, selon un sondage de Léger, se situait à 39 % dans les intentions de vote au Québec, donc devant les libéraux. Avec toute l'affaire We Charity, les libéraux, leur popularité fond un petit peu comme neige au soleil, là, donc ils se retrouvent à 30 % derrière le Bloc québécois. Donc, c'est signe que les Québécois apprécient le travail du Bloc, qui sont nationalistes, qui se voient dans les députés qui les représentent. Alors, très bonne nouvelle. Puis, bon, les conservateurs suivent avec 13 % et les Verts un 3 %. Donc, vraiment, 39 % pour le Bloc. C'est une bonne nouvelle. Ça nous redonne un petit boost, comme on dit. Puis, ça fait du bien en plein été comme ça. Oui, puis vous êtes quand même loin devant de 9 % je pense. Oui. Donc, non, félicitations, c'est très bon. Présentement, il manque de bras dans les CHSLD cet été?
On en a beaucoup parlé au début ou au milieu de la pandémie quand on s'est rendu compte qu'il y avait des éclosions dans les CHSLD principalement. Le gouvernement du Canada a envoyé des renforts au gouvernement du Québec, a envoyé des gens de l'armée et ça a donné un bon coup de main, mais ça avait une date de péremption. Donc, à un moment donné, le contrat ou l'entente se terminait et Justin Trudeau a ramené les soldats et a dit, on va envoyer les gens de la Croix-Rouge à la place, puis ça va être correct. Puis François Legault a dit, on va faire une formation express pour les gens qui veulent devenir préposés aux bénéficiaires. Ils seront prêts en septembre, donc ils pourront prendre le relais. Mais là, ce qu'on se rend compte aujourd'hui ou hier, c'est que alors qu'on a besoin d'à peu près 1000 paires de bras dans les CHSLD, il y a à peu près 160 personnes de la Croix-Rouge, là, donc c'est très peu. Donc, il y a encore des besoins. Les gens qui sont en train de se faire former ne sont pas encore prêts. Ils seront là en septembre. Je pense que les infirmières, les préposés sont à bout de souffle aussi, là. C'est eux qui sont en première ligne depuis plusieurs mois. Donc, de savoir ça aujourd'hui, qu'on manque des centaines de personnes pour donner un coup de main pour nos aînés, ça fait un petit peu mal au cœur. Donc, on se questionne pourquoi le gouvernement du Canada ne renverrait pas des soldats de l'armée. Parce que, comme on en avait déjà parlé, les Québécois aussi payent leurs taxes et leurs impôts, vont pour l'armée. Donc, on a droit à ce service-là. Et ça donnait un bon coup de main, là. Je pense, du moins, il y avait eu, ça avait paru, là. Mm-hmm. Donc, une question qui reste en suspens. J'espère qu'un renfort sera apporté d'ici septembre. Oui, le retour des soldats, ça serait une bonne idée. J'ai goût de parler un peu de ce qui se passe présentement à Ottawa. Ça brasse à cause de l'affaire UNIS. Je ne sais pas si tu peux un peu nous l'expliquer. Oui, en fait, l'affaire, on regardera ensemble, là, je pense que ça se dit uni, mais je pense que OK, uni. Non, prends-moi, c'est important. Puis, c'est ça. En fait, il y a eu les bourses de bénévolat qui devaient être données aux étudiants qui voulaient aller faire du bénévolat pour une aide financière pour la COVID. Et le gouvernement a choisi un organisme de charité pour s'occuper de ce programme-là sans aller en appel d'offres. Donc, ils ont vraiment donné le contrat à WeCharity. Et après ça, déjà que ça soulevait des questions, qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, que c'est eux qui aient eu le contrat comme ça, il y a eu des questions qui se sont posées. Et ensuite, on s'est rendu compte de plein de choses, comme par exemple que la famille de Justin Trudeau avait bénéficié financièrement de l'aide de WeCharity, que la famille de Bill Morneau aussi, le ministre des Finances. Alors, plein de choses qui soulèvent un flagrant conflit d'intérêts. Et on apprend aussi que l'organisme a pris des données personnelles de jeunes pour le donner au Parti libéral du Canada pour qu'eux puissent utiliser leurs données. Alors, les informations continuent d'arriver comme ça, et c'est assez effrayant. Et aujourd'hui, ce sera le tour de Justin Trudeau à témoigner au Comité des finances de la Chambre des communes. Donc, c'est assez attendu, ce témoignage-là. On a bien hâte de voir ce qui en sortira, mais je pense que le conflit d'intérêts, il est flagrant, il est là. Et nous, au Bloc, on demande que le premier ministre et le ministre des Finances se retirent du moins le temps que la lumière soit faite sur l'affaire. Mais je pense que c'est un conflit assez grand pour demander une démission complète des gens qui ont été impliqués, là. Alors, je vous invite à aller lire un petit peu là-dessus dans vos vacances si ça vous intéresse. Mais en effet, un conflit d'intérêts qu'on ne peut pas trop laisser passer, là, parce que ça fait plusieurs avec Justin Trudeau. Là, on a la mémoire courte, mais il y a eu l'histoire de l'île privée au début. Ensuite, il y a eu SNC-Lavalin. Là, il y a WeCharity. On est rendu à 3, là, que, ça commence à faire beaucoup d'enquêtes au commissaire à l'éthique et de conflits d'intérêts. Alors, voilà, on demande sa démission, tout simplement. Oui, le conflit d'intérêts est assez flagrant. Bon, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. On se voit pas la semaine prochaine parce que t'es trop dans le jus, mais on se voit la semaine d'après. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bye. C'est le moment de notre rencontre hebdomadaire avec le député Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour. Comment a été la rencontre que vous aviez la semaine passée avec la préfète de la MRC de la Matapédia et le maire d'Amqui?
de bonnes rencontres. Ça nous a permis de faire l'inventaire des dossiers prioritaires pour la Matapédia, pour une relance économique. Donc, à la MRC, évidemment, c'est des dossiers qui touchent l'ensemble des municipalités. Pour ce qui est de la ville d'Amqui, c'est beaucoup plus précis dans les infrastructures et ça sera le cas également avec nos échanges avec les autres municipalités de la Matapédia. L'idée, c'est de proposer au gouvernement du Québec un certain nombre de dossiers qu'on peut régler, somme toute, assez facilement avec le principal ingrédient pour que ça arrive, c'est-à-dire la volonté politique. Je suis d'avis que bien plus qu'une loi, comme la loi 61 qu'on nous a proposée, avec la volonté politique, on est capable de faire avancer et de réaliser les dossiers importants pour les Matapédiens et les Matapédiennes, autant dans le domaine économique que dans les infrastructures municipales, voire même en santé. Alors, c'est l'objectif qu'on poursuit avec cette plateforme de la Matapédia qui fera l'objet d'un lancement public. Les Matapédiens et Matapédiennes vont connaître la liste des priorités d'ici la fin août. Et certainement le gouvernement du Québec aussi, parce que c'est l'objectif, que le bureau du premier ministre et les cabinets des ministres respectifs soient bien au courant des dossiers qui sont importants pour nous. D'ici ce temps-là, il y a du travail qui se fait. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir les ministres quand ils viennent chez nous. Puis je suis en mesure de vous dire que le ministre de la Famille sera à Amqui le 13 août prochain pour faire une annonce très importante, c'est-à-dire 60 nouvelles places en CPE à Amqui. Oui. C'est une très grande nouvelle pour les familles de la Matapédia. Il faut savoir d'où origine cette nouvelle. Alors, en décembre 2013, comme député et ministre responsable de la région, j'avais annoncé près de 40 places pour une nouvelle installation à Amqui. Sous le règne des libéraux, ça ne s'est pas fait. La CAQ est arrivée, ils ont regardé les dossiers, puis finalement, il a débloqué. Alors, une annonce de 2013 qui va se réaliser à partir de l'annonce qui sera faite par le ministre, c'est un bon coup. Puis il y a eu un appel d'offres également qui a été fait avec le CEMEC pour des places supplémentaires, des places qui s'ajoutent. Donc, on a 60 nouvelles places en CPE et l'annonce aura lieu avec le ministre de la Famille le 13 août prochain à Amqui. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle pour toute la Matapédia. Oui, l'emplacement, elle sera près, je pense, du cégep et aussi de l'école Sainte-Ursule, je pense. Que ça va être beaucoup pour... Oui. Pour les c'est le fruit d'une entente aussi avec la ville d'Amqui qui a, disons, disponibilisé un terrain. À l'origine, ça devait se faire au presbytère d'Amqui. Finalement, il y avait toutes sortes de défis techniques. Donc, ça va être une nouvelle installation, 60 nouvelles places. Moi, je suis très heureux de ça. J'avais travaillé en ce sens-là, puis c'est maintenant une réalisation. Donc, je mets ça dans la colonne des bons coups et ça sera officialisé par la visite du ministre très prochainement. Est-ce que votre rencontre est en lien aussi avec... nous devons donner trois demandes, je crois, au gouvernement selon... Priorité, oui. Bien, c'est-à-dire que la ministre responsable de la région a demandé, imaginez, aux 8 préfets des MRC du Bas-Saint-Laurent de convenir de 3 priorités. Bon, c'est un exercice auquel ont participé certains élus de notre territoire, mais moi, je suis d'avis que chacune des MRC, chacun des territoires devrait avoir ses propres revendications et les soumettre au gouvernement, puis être capable de suivre, tel un tableau de bord, l'évolution des dossiers. Alors, on ne va pas abandonner nos priorités dans la Matapédia parce que le gouvernement du Québec en a fixé 3 pour le territoire allant de la Pocatière à l'Éméchin, incluant le Témiscouata puis la Matapédia. Ben non. C'est un gros secteur. Alors, le gouvernement du Québec peut, s'il le veut, établir des priorités puis les réaliser rapidement. Par exemple, Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire, leur donner accès à ces 2 technologies drôlement essentielles en 2020 partout sur le territoire. Ça ne sera pas prématuré. Puis ça, ils peuvent le régler en partant. Aucun problème avec ça. On a plein d'autres revendications pour le territoire et c'est ce qu'on va présenter aux Matapédiens et Matapédiennes d'ici quelques semaines. Le Parti québécois demande à Québec d'agir pour encadrer les campeurs délinquants en Gaspésie. Oui. Présentement, ça bouge beaucoup dans ce secteur. On est habitué à recevoir des touristes dans la Gaspésie touristique. Soit dit en passant, on me pose souvent la question, la Matapédia fait partie de la Gaspésie touristique, mais du Bas-Saint-Laurent administratif. Ça, c'est un autre débat. Alors, accueillir des touristes, on est habitué, on est accueillant, on sait que c'est bon pour notre économie, ça va. Mais cette année, il y a des débordements qui nécessitent des interventions, comme par exemple un appel général à la civilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des campeurs qui décident de venir dans notre région sans itinéraire précis et sans aucune réservation sur un terrain de camping. Alors, qu'est-ce qui va arriver?
Ils vont s'installer sur des propriétés privées, sur des terres de la couronne, sur des plages, dans des écosystèmes fragiles, en faisant fi de toutes les règles élémentaires de salubrité et de civisme. Et c'est à eux que je m'adresse. Essentiellement, si ces personnes-là ont ça en tête, ne sont pas bienvenus en Gaspésie. Non. Parce que, essentiellement, non seulement ça ne va rien nous rapporter, mais ça va nous coûter cher. Alors, on a passé ce message-là avec ma collègue de Gaspé. On a demandé à la ministre de la Sécurité publique qu'elle fasse cet appel, voir qu'elle vienne sur le territoire, qu'on ait des budgets spéciaux pour plus de patrouilles de la Sûreté du Québec, pour l'embauche d'agents de sécurité par les municipalités, parce qu'ils n'en ont pas les moyens pour respecter certains sites, et aussi augmenter l'affichage municipal, puis qu'on ait aussi une attention particulière pour les plages. Alors, c'est ce qu'on a demandé. Et la situation, dans bien les endroits à Gaspésie, n'est pas sous contrôle. Contrairement à ce que le gouvernement du Québec dit, on a vu des nouveaux cas apparaître, par exemple, à Léméchin, sur le littoral. On me rapporte également qu'il y a eu des cas fâcheux à Routiéville. Il y a une petite halte là, au sud de la Matapédia, dans la baie des Chaleurs, sur la pointe de Gaspé. Alors, la saison touristique n'est pas terminée. Là, ça va se poursuivre jusqu'à la fin septembre. Alors, il faut être vigilant et c'est pour ça qu'on lance cet appel. Oui. Puis les campings en Gaspésie, tout est complet. Donc, oui, effectivement, il faut beaucoup... ça serait bien, je crois qu'il y avait 3 demandes. On disait plus de surveillance. Plus de patrouilles de la Sûreté du Québec. Un budget spécial pour embaucher les agents de sécurité là où c'est nécessaire et augmenter l'affichage municipal des consignes. Puis une attention particulière pour les plages. C'est nos 3 demandes. Évidemment, il y a des gens qui vont venir sur notre territoire qui ont de la parenté, qui vont dormir sur le terrain ou à l'intérieur des résidences de la parenté. Je ne pense pas à ces personnes-là. Là. Je pense aux personnes qui se disent, bien, voici un beau terrain, je vais m'installer dessus, mais ça appartient à quelqu'un. Ou voici une plage, je vais m'installer dessus, qui n'a pas les commodités essentielles. Ou des gens qui vont vider leur VR dans le fleuve. Là. On a vu ça. Ou dans les lacs, ou dans les rivières dans la Matapédia. Donc ça m'inquiète beaucoup. On veut protéger notre environnement, puis on veut aussi s'assurer que les gens qui ont une belle expérience de tourisme, qui ont réservé chez nous, dans des auberges, dans des hôtels, dans les motels, bien, puissent avoir une belle expérience aussi. On veut préserver nos sites. Alors, c'est pas pour rien qu'on fait ça. C'est un moteur économique important, puis il en va aussi de la réputation de notre région. Et on veut faire respecter la Gaspésie. Oui, pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils viennent en Gaspésie. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent de Montréal, donc ça serait bien qu'ils vivent une belle expérience. Lors de son passage à Rivière-du-Loup, le premier ministre François Legault s'est dit optimiste par rapport au développement de projets éoliens dans la province. Il a finalement changé son discours des dernières années. Ça pourrait être positif pour nous aussi dans notre région? Bien, c'est nouveau, parce que depuis, je dirais, que la CAQ était dans l'opposition, voire même à son arrivée au gouvernement, elle a toujours un discours anti-éolien, que ce soit les différents ministres ou le premier ministre. Et là, il y a un changement important. Ça pourrait être profitable, en effet, si on a des futurs projets éoliens, davantage dans le mode communautaire. Donc, on a un projet qu'on a réalisé là, avec les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, la Nation malécite de Vigée et ce qui était la Conférence régionale des élus. Ce projet-là, qui est maintenant une réalité, rapporte de l'argent pour des décennies dans chacune des municipalités du territoire. Donc, des nouvelles sources de revenus, puis c'est de l'énergie renouvelable. Donc, on pourrait imaginer d'autres projets à venir. Et moi, j'ai toujours eu en tête également que la Matapédia fasse partie du décret éolien, c'est-à-dire que ce soit une des régions visées pour une exemption fiscale pour les entreprises qui viennent s'installer. Donc, il y a une tradition en éolien là, dans la Matapédia. Il y a des parcs et des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Je pense à Tekeol, une des plus belles entreprises du territoire qui est à Sébec. Bien, c'est une revendication qui serait importante. Je pense aussi Soudure-Gilroy aussi qui sont intervenus dans le domaine de l'éolien et d'autres sous-traitants potentiels. Alors, évidemment, la Matapédia pourrait jouer un rôle dans l'avenir de la filière éolienne. Alors, le gouvernement, le premier ministre a manifesté de l'ouverture. C'est la première fois. Comment ça va se manifester? On ne le sait pas pour l'instant, mais si on a des projets, disons qu'il y aura une plus grande ouverture, semblerait-il. Mais tout ça est à vérifier. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Pascal Bérubé, député Matin de Matapédia. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout.
Bonjour Michel. Bonjour. Michel Germain qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Tout d'abord, je veux dire, pour mettre les gens, parce que là, on passe en entrevue des personnalités matapédiennes. T'es rendu une personnalité matapédienne depuis 2010, c'est bien ça? Semble-t-il, puisque je suis assis ici, alors je vais assumer. Sinon, tu serais pas ici. Donc, né à Bécomo, après à Montjoly, quelques années. À Rimouski d'abord. À Rimouski? J'ai traversé de la Côte-Nord en 85 OK. pour occuper le poste de journaliste sportif à la station TVA, CFR OK. TV. Puis là, je me suis vraiment promené Rimouski-Est, Pointe-au-Père, et éventuellement Montjoly, effectivement, en 95. Dans le Bas-Saint-Laurent, tu t'es Ouais. promené, puis en 2010 de Amqui. Aussi, on peut juste pour replacer un peu qu'est-ce que tu as fait, présentement, tu es descripteur radiophonique pour l'Océanique C'est bien ça, pour encore 3 saisons minimum. minimum. Oui, j'ai renouvelé mon contrat. Mon dernier contrat se prenait fin en 2020. J'avais parlé de retraite, mais finalement, la vie étant ce qu'elle est, pleine de choses imprévisibles, j'ai décidé de signer une prolongation de 3 ans. Ouais, mais ça a l'air aussi super plaisant, comme je pense que tu as vraiment du plaisir. C'est un beau travail. C'est difficile sur les articulations. C'est beaucoup de kilométrage en autobus. Comme je dis souvent, la blague, c'est beaucoup d'autobus, beaucoup de spaghettis, beaucoup de Subway. Mais quand Parce que tu es sur la route aussi. Oui, T'es pas c'est juste ça. à Rimouski. Ouais, on fait tous les matchs à la radio et sur Internet maintenant. Puis c'est de plus en plus, en vieillissant, c'est de plus en plus exigeant physiquement, mais quand le match commence, c'est toujours une nouvelle aventure. C'est clair. Ça doit être vraiment plaisant comme métier. Donc, j'avais envie de j'avais envie de te passer en entrevue parce que parfois, il y a comme des événements qui nous arrivent dans notre vie imprévisibles, puis tu en as vécu une très, très difficile, même pénible, mais qu'est-ce que j'avais envie de ressortir à travers tout ça, c'est que des fois, il y a des choses positives quand même qui peuvent ressortir d'un événement. Puis, donc, toi, en 1998, le 15 décembre, Oui. tout a changé. Tu as perdu une bonne partie de ta famille. Est-ce que tu voudrais un peu juste nous raconter pour mettre les gens Oui, dans le en contexte? fait, c'est ça. Moi, je suis enfant unique, donc on était 5 dans ma famille. D'ailleurs, mon père me l'a rappelé à quelques reprises par la suite, Oui. en me disant, Michel, on était 5, puis là, on n'est plus rien que 2, c'est qu'il va falloir qu'on continue à s'aimer. Oui. C'est sûr que mathématiquement, ça a créé un très, très gros trou. Ce qui s'est produit, c'était un accident de la circulation un peu bête, comme un peu tous les accidents de la circulation qui est arrivé au coin des boulevards Gaboury et Jacques-Cartier à Montjoly. Ma mère avait été chercher ma conjointe Martine et ma fille Jenny qui avait 9 ans à l'hôpital. Jenny avait passé quelques jours à l'hôpital, puis en revenant à Montjoly, où mes parents habitaient eux aussi, à ce moment-là, pour les gens qui connaissent le coin aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, il n'y avait pas de terre-plein, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas rien. C'était 2 voies dans un sens, 2 voies dans l'autre. Puis ma mère attendait pour tourner à gauche. Donc, elle avait commencé à tourner ses roues, mais elle voyait deux semi-remorques qui descendaient la côte du boulevard Gaboury. Donc, elle savait qu'elle n'avait pas le temps de passer devant. Alors, elle avait le pied sur les freins et tout ça. Puis, il y a un autre automobiliste qui était dans la lune, puis qui l'a frappé par derrière. Puis, comme ses roues étaient tournées, c'était le 15 décembre, il y avait une petite glace. Alors, ça a poussé le véhicule et la première semi-remorque les a tués sur le coup. Donc, à ce moment-là, tu as perdu ta mère, ta conjointe et ta fille. C'est ça. Puis, on a entendu beaucoup parler de cet événement-là. C'est quand même un événement assez connu parce que je pense que tout le monde a partagé ta peine avec toi aussi. Oui. Tu as passé à l'émission aussi On prend toujours un train Oui. avec José Lito-Michaud. José Lito-Michaud. Puis, mais on parle beaucoup de l'événement. Moi, j'ai envie de parler aussi, on en parlait en pré-entrevue, comment que toi, tu as pensé à ta peine aussi, mais tu as aussi pensé à la personne qui était finalement dans la Lune et qui a foncé sur l'auto de ta mère en train de conduire. Puis, est-ce que tu voudrais nous parler un peu après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, ça s'est passé après l'accident et tout ça,
Tu deviens un peu comme un robot, un peu comme sur le pilote automatique. On te donne beaucoup de médication, et heureusement d'ailleurs. Donc, ça te permet d'oublier certaines choses ou certains détails qui au moment de l'événement, deviennent secondaires. Mais peut-être une semaine plus tard, en fait, dans la nuit du 22 au 23 décembre, j'arrivais pas à dormir, je suis sorti dehors. J'ai commencé à pelleter, puis pour le plaisir d'être dehors, tout simplement, à 3-4 heures du matin, pour essayer de changer les idées, puis tout ça. Et mon voisin d'en bas est sorti, d'ailleurs, Danny Pinault et sa conjointe Sylvie, qui se sont mis à vivre un peu ma vie là, pendant quelques mois, suivaient mon horaire avec beaucoup de précautions. Il est inquiet. Il est inquiet. Ils avaient peur d'entendre un son final un jour. Que l'irréparable, qu'on dit. C'est ça, arrive. oui. Ils avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui craignaient que je pose ce geste-là aussi. Mais eux autres, comme ils restaient en bas de chez nous, ils étaient vraiment très, très, très inquiets. Oui. Alors, puis il est passé un déneigeur de trottoir de la ville de Montjoly qui a commencé à me dire, en me nommant une personne, tu sais, cette personne-là prend ça vraiment très rough, ce qui t'est arrivé, puis elle-même prend ça très dur. Fait que moi, le nom qu'il m'avait donné, je ne la connaissais pas, cette personne-là. Alors, j'ai dit, ben oui, il y a beaucoup de gens qui prennent ça dur. Puis ça, oui, mais il dit, lui, vraiment, là, c'est très dur pour lui. Et là, il m'a dit un petit bout de phrase, mais qui a fait que je suis intervenu par la suite en rentrant dans la maison. Il m'a dit, il y a 2 enfants de 5 et 3 ans, je pense, ou de 6 et 4 ans, là, je me rappelle pas, mais c'est un détail. Puis, ces enfants ne le reconnaissent plus. Depuis l'accident. Ça fait que là, j'ai dit... C'est la personne qui était dans l'auto. Ben, c'est ça. Puis, Alors là, j'ai posé la question. J'ai dit, mais veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'il prend ça si dur que ça? Ben, il dit, écoute, c'est lui qui est rentré dans l'arrière de l'auto de ta mère. Alors là, j'ai absorbé en faisant mine de savoir. J'ai dit, ben oui, c'est vrai que c'est sûr que c'est dur pour lui, mais je ne savais absolument pas de qui il parlait. Et encore aujourd'hui, ce monsieur-là passerait ici, puis je ne le saurais pas. Tu connais pas son visage, juste son Pas nom. du tout. Et même si lui dit qu'on s'est rencontrés souvent. Et je suis rentré le matin vers 8h30. J'ai pris le bottin téléphonique. J'ai cherché le nom dans le bottin, puis j'ai appelé. Puis c'est sa conjointe qui a répondu. Et je lui ai dit, ben moi, je suis l'annonceur de l'Océanique. Hein. Je peux pas faire de coup au téléphone, je vais me faire prendre avec ma voix. Donc, j'ai dit, allô, est-ce que, en nommant le monsieur, est là? Et là, il y a eu un grand silence. La madame, pendant peut-être 5, 6, 7 secondes, il n'y avait absolument rien au bout du fil. Puis, à un moment donné, j'ai dit, allô? Elle dit, oui, non, il n'est pas là. Bon, ben j'ai dit, quand il reviendra, demande-lui de me rappeler. Puis, elle dit, OK. Puis au bout d'une quinzaine de minutes, quand c'était revenu, le téléphone a sonné, puis il m'a effectivement rappelé. Alors, on a eu une assez longue conversation. Mais moi, ce qui m'avait allumé, comme je disais tantôt, c'était le fait qu'il avait 2 petits-enfants, qu'on était le 23 décembre au matin et que ces enfants avaient beaucoup de peine de voir leur père et ils ne comprenaient pas pourquoi. Là. À 5 et 3 ans, là, on ne pouvait pas leur expliquer pourquoi leur père était dans cet état-là. Alors, je lui ai mentionné, j'ai dit, garde, tu as la chance d'avoir tes enfants avec toi à Noël. Moi, j'aurais pas cette chance-là. Donc, c'est donc de te ressaisir un petit peu pour eux autres. Noël, c'est la fête des enfants. Ça fait que... Puis, me remercier de la conversation qu'on avait eue, raccrocher. Puis, les mois ont passé, les années ont passé. Je continue à m'informer de temps en temps, mais je pense pas qu'il a réussi à passer au travers des problèmes familiaux éventuellement. Puis je trouve ça évidemment bien triste qu'il n'ait pas réussi à se reprendre en main. Mais Ouais, on aurait pensé que ton téléphone aurait pu... Bien, en fait, il y a des choses aussi, il faut faire attention. Il y a des choses qui nous appartiennent, Ouais. puis il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Oui. Toi, tu avais fait ce que tu avais à faire, puis c'est tellement... je te trouve très fort d'avoir eu le courage de le faire aussi. Ça faisait pas longtemps que l'accident
s'était passé. Oui, mais comme je disais tantôt, c'est juste un petit bout de phrase. Ouais. Peut-être que si la personne ne m'avait pas dit ses enfants ont de la peine puis ne le reconnaissent pas, peut-être que je ne l'aurais pas appelé. Ouais. J'en aurais pas voulu davantage. Je veux dire, c'est Non, vrai non, que c'était un accident. Je lui ai Ouais. dit d'ailleurs un peu plus tard dans la conversation, puis je me rappelle bien des mots que j'ai utilisés parce que je voulais qu'il comprenne que ce qui était à lui était à lui, puis ce qui était à moi était à moi. Je lui ai dit, si tu avais pris une carabine puis que tu avais tué ma mère, ma femme puis ma fille, Ça serait autre chose. ben quand tu sortirais de prison, je t'attendrais puis je te frapperais avec mon char. Alors, ce que je voulais lui dire, je ne prendrais pas une carabine moi-même, mais je te frapperais avec mon char. Ça fait que... mais c'est pas ça que tu as fait. C'est un accident. Bon, tu étais dans la lune. Il dit, je n'étais pas dans la lune, j'ai été aveuglé. C'est son explication, je la respecte. Maintenant, aveuglé certainement pas par le soleil à 16h15, le 15 décembre en après-midi. Là. Ouais. Donc, j'ai dit, aveuglé ou dans la lune, pour moi, c'est le résultat qui compte. Je suis quelqu'un de très cartésien, alors c'est le résultat, qu'il ait été dans la lune ou qu'il ait été aveuglé, le résultat est strictement le même. C'était pas voulu. Dans tous les C'est cas. ça, c'est un accident. Quand je dis que quand même, qu'est-ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est qu'on voit un peu de lumière à travers cette noirceur-là, c'est que tu as créé en septembre 2019, la fondation Jenny Lee Germain. Oui. Puis, on a l'impression que c'est pour donner un hommage à ta fille, mais tu me disais que tu n'aurais jamais eu l'idée de cette fondation-là si c'était pas de ta fille, comment qu'elle était comme personne. Mais comme enfant. les gens ont l'impression que c'est pour rendre hommage à ma fille décédée, alors que pour moi, c'est très clair. Puis les autres membres du conseil d'administration, je leur ai expliqué d'ailleurs aussi, c'est la fondation Jenny Lee Germain, elle est créée pour rendre hommage à ce qu'était Jenny Lee quand elle était vivante. C'était une petite fille en avance sur son âge. On m'a dit, dans certains milieux un peu plus ésotériques, qu'elle avait une vieille âme. Je ne sais pas si elle avait une vieille âme, mais en tout cas, elle avait conscience de choses que des enfants de son âge, en temps normal, en tout cas pas en majorité, pouvaient avoir conscience. Étant dans deuxième, troisième année, à 7-8 ans, elle revenait de la maison. Puis, au fil de la conversation, disait, tu sais, ce matin ou cet après-midi, à la collation, j'ai 2-3 de mes amis qui ont ouvert leur boîte à lunch, puis il n'y avait rien dedans. Ça fait que là, on disait, sa mère et moi, on lui disait, ouais, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, elle dit, je leur ai donné ma pomme, puis je leur ai donné ma barre table. Puis c'est moi qui s'est ramassé avec rien, mais elle dit, moi, je savais que j'allais arriver à la maison ce soir, puis j'allais avoir un bon souper sur la table, ça que ça me faisait rien de tenir le coup. Puis elle tenait beaucoup ça de sa mère, parce que moi, j'ai eu une jeunesse dorée. Pas de frère, pas de sœur, comme je disais tantôt. Alors, mes deux parents ont travaillé tout le temps. Alors, j'ai été très, très gâté par la vie. Pour moi, la misère, quand on disait la misère humaine, ben c'est à format 60, avec Pierre Nadeau, dans les années 60-70, à la télévision, quand il y avait un reportage sur l'Éthiopie ou le Biafra, ou les gens qui crevaient de faim. Pour moi, c'était ça la misère, mais autour de moi, il n'y avait pas de misère. Moi. La ouate autour de moi était assez épaisse que je ne la voyais pas, la misère. Par contre, la mère de Jenny Lee, Martine, sans avoir été élevée dans la misère, était la 6e d'une famille de 7 enfants, tout ça, qui venait de Saint-Noël, qui habitait dans le rang à Saint-Noël et tout ça. Donc, très jeune, elle a appris l'entraide, d'abord fraternelle, puis ensuite l'entraide avec les autres. Alors, c'est cette qualité-là que Jenny Lee avait, elle la tenait vraiment de sa mère. Sa générosité et tout ça, et ça me rend très, très fier. Mais oui, puis maintenant, c'est ça, la Fondation aide les enfants dans le besoin au niveau de la nourriture. C'est ça. Comme qu'elle a fait, comme le geste que tu parles, entre autres, qu'elle a fait quand elle était... Effectivement, quand je prends la parole ou que je parle de la Fondation, je dis toujours, je suis président de la Fondation, mais en réalité, je suis juste un mandataire. Je suis un porte-parole parce que l'âme et l'esprit de Jenny Lee planent toujours au-dessus de nos réunions du conseil d'administration. Puis, en plus, j'ai été très chanceux. J'ai un CA vraiment très relevé. Là. Les 6 autres membres de l'équipe sont absolument
extraordinaire, plus une personne qui n'est pas sur le CA, mais qui travaille étroitement avec nous là, au CLSC. Alors, c'est une équipe fantastique, mais on est animé par le souvenir et la façon d'être qu'avait Jenny. Mais c'est vraiment une belle histoire, puis c'est pour ça que j'avais le goût de mettre ça en lumière, parce que présentement, je sais que le Québec est un peu brassé avec, puis c'est pas la même situation, mais avec la famille Carpentier. Oui. C'est pas la même situation, là, on va se le dire, c'est pas dans le même contexte, mais quand même, quand on pense à la famille aujourd'hui, je pense qu'on est tous sur le choc, puis on se dit, mon Dieu, comment s'en sortir de tout ça. Puis je trouve que c'est un bel exemple. Malgré tout, tu as l'air à bien aller. Ça fait du bien de te voir. Oui, bien, très tôt, moi, j'ai toujours dit, il y a 3 personnes qui m'ont sauvé la vie. Mon père, M. Maurice Tanguay, et ma psychologue, Mme Gaétane Castonguay. Très, très tôt, Mme Castonguay m'a dit, Michel, il faut laisser au temps le temps de faire son temps. Oui. Puis on a fondé, comme tu le disais tantôt, la fondation en septembre 2019. Puis à un moment donné, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai dit, pourquoi ça t'a pris tant de temps à faire ça, à poser ce geste-là? Bien, c'est ça. Mme Castonguay m'a aidé à comprendre que ça a pris le temps qu'il fallait. Parce qu'il y avait d'autres choses à régler auparavant dans ma vie, puis dans la vie des gens qui m'entouraient, qui étaient proches. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est arrivé en 2019, puis c'est le point de départ. Donc, il faut laisser autant le temps de faire son temps dans toute situation. Donc, c'est ça que tu dirais à quelqu'un qui vit une situation difficile, le temps? Oui, à tout le monde. Par contre, moi, il y a quelque chose, quand j'ai consulté Mme Castonguay pendant 1 an, puis quand elle m'a laissé aller, mon dernier rendez-vous, que j'ignorais qu'il était mon dernier rendez-vous avec elle, d'ailleurs, elle dit, tu n'auras plus besoin de revenir. Là, j'étais comme un peu surpris parce que pendant l'année, elle m'avait énormément aidé. Puis, elle m'a dit, j'ai réussi à 97 % avec toi. Je me donne quand même une bonne note. Oui, puis j'ai dit, le 3 % que vous n'avez pas réussi, on sait tous les deux de quoi vous parlez. Ben, elle dit, oui, c'est sûr. Elle dit, tu veux pas. Et elle parlait du fait qu'elle a tenté pendant 1 an de me faire admettre que Jenny avait eu une vie complète de 9 ans. Alors, moi, jamais je vais accepter ça. J'ai dit 97 %, c'est le plus que vous pouviez faire parce que le 3 %, jamais je vais accepter ça. Alors, quand je vois des choses comme les petites Carpentiers, à l'époque, le jeune Livernoche, des enfants qui se font maltraiter, qui en meurent et tout ça, ça rentre dans le 3 %. C'est que je ne serais pas capable d'aller voir la mère ou les mères de ces enfants-là puis de leur dire, vous savez, il faut laisser autant le temps de faire son temps. Je pourrais pas lui dire ça en toute sincérité parce que moi, ça va faire 22 ans le 15 décembre, puis je n'ai pas accepté et jamais, jusqu'à ma propre mort, je vais accepter le fait qu'on meure à 9 ans. Non. Jenny, comme tout autre enfant, ça n'a aucun sens. Puis, peut-être que c'est parce que je suis pas assez intelligent pour comprendre ça, mais Mme Castonguay était une bonne psychologue. Comme je disais tantôt, elle m'a sauvé la vie. Mais je peux pas admettre qu'on meurt à 5 ans, 8 ans, puis dans un accident, assassiné, malade à Sainte-Justine. Pour moi, c'est tout pareil. J'ai une incompréhension du fait qu'on laisse venir des êtres humains sur la Terre et que, à 5 ans ou à 9 ans ou à 12 ans, ou même à 26, 27 ans, il y a un bout qui m'échappe. Oui, surtout des enfants jeunes comme ça, ils ont tellement pas de malice, ils ont tellement pas... Donc, c'est difficile de voir ça. C'est ça. Non, c'est ce qui paraît qu'il faut se dire. Il n'y a pas de lien avec la qualité d'individu, mais je veux dire, il doit bien y avoir quelque chose, un lien. Donc ça provoque toute une... Puis ça m'a expliqué aussi pourquoi j'ai attendu 2019, parce que sur le plan spirituel, ça m'a pris du temps à régler mes choses. Il y a d'autres choses que ça m'a pris beaucoup de temps à régler. Puis il y en a qui ne le sont pas encore. Donc, la Fondation est arrivée en 2019 parce qu'elle devait arriver là. Mais oui, aider les autres enfants, ça doit vous aider aussi. Oui, dans énormément. le processus. Énormément. Ouais. Puis c'est
c'est la base. Hein? Toutes les fondations, toutes les causes sont bonnes. Sauf qu'on peut être à la tête d'une fondation pour acheter des livres ou du matériel scolaire ou des choses du genre pour les enfants. Mais à la base, s'ils ne mangent pas, ils vont avoir de la misère à utiliser à bon escient. Bien fonctionner. C'est vraiment la base pour survivre. Bien manger, puis manger des bonnes choses, puis tout ça. Ça fait que on voulait être vraiment le premier pas. Oui, donc aujourd'hui, vous vous sentez capable de continuer à fonctionner, continuer à vivre, mais Oui. il y a un 3 qui sera toujours là, qui est difficile pour vous à gérer. Oui, puis effectivement, puis on dit la vie continue. Alors la vie continue avec ses problèmes, avec ses bons moments et tout ça. Et on est en perpétuelle remise en question, je dirais. Je vis bien avec l'événement, puis tout ça aujourd'hui, mais il y a d'autres choses que c'est plus difficile. Ça fait qu'à un moment donné, il faut, dans la vie, ce qui est très important, c'est de se rattacher. Se rattacher à quelqu'un, ça, j'ai compris ça récemment. À quelqu'un, à quelque chose, à une cause ou peu importe. Mais il faut être rattaché. Parce que si on est détaché de tout, on se met à penser à des choses un petit peu plus noires, un petit peu plus difficiles. Ça commence à rouler dans notre tête. Oui, c'est ça. Puis si on n'est pas rattaché à quelque chose ou à quelqu'un, alors vient la question suivante, je suis utile à quoi? Et tout ça, c'est un cheminement quotidien. Là, Oui, c'est important de se il y a des sentir pièges. utile. Il y a des pièges dans la vie, puis ça, c'en est un dans lequel il faut pas tomber, mais tu sais, il y a des gens qui se suicident, malheureusement, donc c'est parce qu'ils sont pas capables de se rattacher à rien dans la vie ou sur cette planète-là. Alors, il faut... Donc, vous avez avoir ça en pris cette compte. situation-là difficile, puis finalement, vous vous sentez un peu utile présentement avec ça, Oui. finalement, avec cette situation-là. Donc, c'est Effectivement. très bien. Bien, merci Effectivement. beaucoup, Michel. Ben, ça a été un Germain. plaisir, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis je vous souhaite que du bon. Merci beaucoup. Je suis présentement avec Mélanie Lavoie, celle qui a créé Savon Maison. Puis je suis présentement aussi avec sa fille, la future ambassadrice de Savon Maison. Allô? Dis allô? Allô? Donc, Savon Maison, ça a été créé il y a 5 ans à Sept-Îles. Oui, Ça exactement. fait maintenant 3 ans que vous êtes à Saint-Noël. Oui, c'est ça. OK. Puis j'ai envie de savoir, pour commencer, d'où vient l'idée de créer des savons? Bien, j'ai toujours été celle qui était hors norme parce que, tu sais, au secondaire, il y a quand même 25 ans, quand les gens jetaient leur sac de chips, c'est moi qui ramassais. J'ai toujours été grano, puis tu sais, j'ai toujours fait mes produits moi-même. Puis un jour, ben, c'est ça, j'ai eu des enfants, il y avait la peau super fragile. J'ai décidé d'essayer de faire ça, puis j'ai appris vraiment sur le tas. J'en ai fait des erreurs, j'en ai raté des savons. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est-il qu'il y avait une grande demande. Donc, j'ai ouvert ma compagnie, puis c'est ça, évidemment, je l'ai traîné avec moi ici. Oups, j'ai assommé l'enfant. Je l'ai traîné avec moi ici. Puis, ben, tu sais, on est chanceux, il y a à peu près toutes les sortes de plantes ici dans la vallée. Je peux avoir la cire d'abeille locale, donc j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour Tous faire... les produits Oui, pour exactement. faire... OK, c'est ça. Puis comme qu'on parlait un peu plus tôt, c'est le plus possible, vous essayez de prendre les produits d'ici. Oui, au exactement, exactement. C'est super important. J'ai découvert dernièrement justement une compagnie qui fait des huiles essentielles, une compagnie québécoise. T'sais, oui, c'est un petit peu plus dispendieux sur le coup, mais c'est pas grave, on encourage, on s'entraide. C'est ce qu'il faut surtout en ces temps-ci. Avec la pandémie. Exactement. Ouais. Puis, dans le fond, juste pour résumer, là, vous avez combien de sortes de savons différents pour l'instant? J'en ai une douzaine. Une douzaine? Oui, OK. c'est ça. Puis, c'est quoi les produits qu'on retrouve dans chaque savon de base, les produits de base que chaque Ben, savon moi, a? de base, j'ai toujours la même recette. Ça va être de la cire d'abeille pour justement que le savon soit vraiment dur. Un petit peu de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco, c'est pas quelque chose qui est hydratant. Les gens pensent que Ah ouais? oui, Moi, je pensais. c'est la pure huile, elle est super asséchante. Ce qu'elle fait dans un savon, c'est qu'elle fait mousser le savon. C'est vraiment juste à ça qu'elle Ah sert. non, j'en mettais sous mes jambes. Faut ouais. jamais faire ça pour vrai. Pour avoir
avoir des belles jambes? Oh non! OK, c'est L'huile de pépin de raisin. Non, l'huile de pépin de raisin, super pas cher, ça fait le meilleur job. Et l'huile d'olive. Après ça, bien évidemment, on rajoute soit des plantes, des huiles essentielles, tout dépendant de la propriété que je veux donner au savon. OK. Puis, par la suite, dépendamment. Donc, moi, exemple, j'ai une peau très très sèche. Donc, je sais que j'aime utiliser des savons non parfumés, Oui. Ni colorés. Puis vous, c'est vraiment ça, là. Oui, il n'y a aucune fragrance, pas de parfum, pas de colorant, j'ai vraiment rien de ça. J'aime me définir avec ça. J'aime vraiment, tu sais, chez nous, il n'y a pas de savon bleu parce que c'est comme ça. C'est comme ça, puis j'aime avoir des réelles propriétés. Toi, exemple, tu me dis, bon, ben j'ai la peau telle comme ça, j'ai mon savon avoine et miel que j'ai conçu justement pour les gens qui font de l'eczéma. C'est un savon qui va, à la limite, pratiquement pas mousser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'huile de noix de coco, pour pas que ça soit asséchant dedans. Mais il y a du lait d'avoine que j'ai fabriqué. Idéalement, je fabrique toujours le plus possible. On aime ça quand ça mousse, mais pour une peau comme moi, sec. Exactement. Puis c'est pas à cause que ça mousse pas que ça lave pas. On a tendance à penser Ben, ça, hein? oui. Mais non, c'est pas vrai. C'est vraiment juste psychologique. Mais c'est ça. Fait que, ou sinon, j'ai mon savon toujours miel et calendula. Je sais pas si tu connais la fleur de calendula. C'est une fleur qui a à peu près toutes les propriétés au monde. C'est vraiment magnifique. Je fais des macérats, justement. Je l'intègre dans mon savon. Puis, c'est vraiment génial. Puis là, on peut le faire à froid et à chaud. La Oui. saponification. Saponification. Oui. En fait, c'est que quand j'enseigne la fabrication des savons, je dis toujours qu'il faut le faire à froid parce que c'est plus facile. C'est un temps de repos plus long, à peu près de 1 à 2 mois, tout dépendant de la recette qu'on a fabriquée. Moi, je le fais à chaud. Ben, en premier, j'ai commencé à le faire pour ça parce que je sauve énormément de temps. Je sauve de 1 mois à 1 mois et demi parce qu'il faut en produire beaucoup. À chaud, c'est qu'on le fait cuire dans le four à une température X pendant tant de temps. Puis c'est vraiment, il faut vraiment être précis parce que si ça dépasse de 2 degrés, ça fait des volcans dans le four, ça fait plein de choses. Tu sais, faire du savon, c'est assez difficile, il faut être précis, il faut être... tu sais, mes enfants, ils en font pas. Puis je voudrais pas qu'ils en fassent encore parce que ça... J'ai déjà vu une dame perdre l'usage de ses yeux. Ah, OK. Oui. Mais toi, t'as suivi des cours? Non. Ou, OK, t'as appris par J'ai toi-même. vraiment appris par T'es moi-même. vraiment autodidacte. Oui, Mon énormément. J'adore ça. Oh, wow. Puis là, présentement, la demande est forte. Ça marche beaucoup, sûrement, avec le COVID-19 aussi. On prône beaucoup. Je dirais que le COVID n'a pas vraiment eu d'influence dans le sens où est-ce que je suis chanceuse, j'ai une excellente clientèle qui sont fidèles. Vraiment, vraiment. Tu sais, je suis vraiment chanceuse là-dessus. Puis, j'ai eu des belles collaborations l'année passée aussi. J'en ai eu avec les élèves en biochimie de l'environnement à l'UQAR, où est-ce que j'étais supposée, faire des formations, mais finalement, à cause du COVID, ça a comme un peu tombé à l'eau. J'ai eu aussi une belle collaboration avec la Maison des femmes de la vallée de la Matapédia. Ils m'ont demandé de créer un savon pour la Marche mondiale de la femme 2020. Ah, très bonne idée. Oui. Un peu comme qu'on voit des fois un parfum pour une cause. C'est ça, exactement. Un vernis pour une cause, là, c'est le savon pour... Ah, c'est vraiment une bonne idée. Sauf que là, la marche n'a pas lieu, malheureusement, mais c'est pas grave. On continue à vendre le savon, puis on ramasse des sous comme ça, puis, tu sais, c'est ça, je suis chanceuse, j'ai vraiment des belles collaborations. Je travaille beaucoup avec David Jacques de la MRC. Oui. Ah, écoute, c'est un homme exceptionnel. Il est toujours là pour les entreprises ici. Avec sa page, il est toujours en train de nous aider, de nous épauler. Il y a des fois où est-ce que c'est plus difficile. Tu dis, je continue-tu? Puis il est tout le temps là pour donner le petit coup de pied qu'il faut. À chaque fois qu'il fait des publications sur Savon Maison, sur sa page Facebook, j'ai toujours plus de likes, j'ai des commandes qui rentrent. Tu sais, c'est vraiment... On est chanceux d'avoir ça. On s'aide beaucoup dans la vallée. Énormément. C'est ça, vous donniez des cours comment faire du savon avant le COVID. Ça va reprendre, je présume, un jour. J'espère. En fait, c'est ça, j'ai commencé à l'automne 2019. J'ai monté une belle formation. Ça faisait longtemps qu'on m'en parlait, puis j'étais pas certaine, tu sais, c'est gros. Puis, à un moment donné, j'ai dit, garde, on y va. Puis j'en ai donné à Matane, à Rimouski, à la MRC d'Amqui. Puis aussi, j'en ai des formations dans les écoles primaires. J'en ai fait dans la vallée, dans la Matanie aussi, pour la fabrication de bombes de bain avec les enfants. Puis leur expliquer aussi pourquoi, mettons, moi, je mets pas de couleur dans mes bombes de bain. Je leur expliquais d'où viennent les micas, que ça vient en Inde, que c'est ramassé par des enfants de leur âge. Puis, ils viennent les yeux pétillants. Donc, tu viens donner des cours à la demande. Exactement. C'est pas des cours qu'on va sur Internet et on s'inscrit. Pas du tout. Okay. Non, c'est ça. J'aime avoir une réaction avec les gens, tu sais. Les gens me demandent beaucoup, vas-tu en faire en ligne? Puis j'ai essayé, j'aime pas ça. J'ai besoin d'interaction avec les gens. J'ai vraiment besoin de ça. Fait que là, j'attends
puis un jour, je vais être capable de recommencer. Tu vas repartir. Oui, exactement. Donc, où qu'on peut se procurer tes savons? Je sais que tu es des fois au marché public Oui. de la ville d'Amqui. Exactement. Oui. Puis, c'est en ligne. En ligne. Oui, aussi. exactement. Sur ma page Facebook, il y a le petit onglet Acheter. Ma boutique est là sur achetonlocal.ca. Puis tout est là-dessus. Parfait, sur la page Facebook. Bon, merci beaucoup, Mélanie Lavoie. Merci à vous de vous être déplacés. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir, des savons maison comme ça. Savon maison, le titre. C'est vraiment super intéressant. On a beaucoup été voir des produits locaux comme alcoolisés ou fromage. Mais le savon, ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est le moment de qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. On est où, là? Là, on est très loin de nos studios. On est à Matapédia, au belvédère des Deux-Rivières. C'est le belvédère que vous voyez là, juste en arrière de moi. La particularité de ce belvédère-là, c'est surtout sa forme, qui est une espèce de forme courbée, spéciale. Très architecturale. Les ingénieurs qui ont construit ça, chapeau à eux, ça a dû être une méchante job. Sinon aussi, c'est vraiment un beau spot, pareil. C'est vraiment beau. La vue est exceptionnelle. Une belle vue. Puis en plus, il y a un artiste tout le long, quand on marche pour aller au bout du belvédère, on a comme l'opportunité de voir plusieurs œuvres d'une même artiste. C'est ça, un peu son travail, là. Son travail, oui. Ce qui rend ça encore plus... On dirait que la marche est encore plus le fun à faire dans le belvédère. Puis sinon aussi, sur le lieu, il n'y a pas aussi le belvédère, il y a autre chose aussi. Il y a le début du Sentier international des Appalaches, qui est quand même un immense sentier qui s'en va jusqu'en Floride, donc méchant sentier. Je savais pas que ça commençait ici, donc j'ai été quand même agréablement surpris de voir que c'était à Matapédia, juste à côté du belvédère. Donc là, on va pas perdre de temps, parce que là, je sais, là, vous le voyez de loin, puis ça vous tente de le voir d'un peu plus proche. Donc on va aller en musique et en images de ce fameux belvédère, le belvédère des Deux-Rivières.
c'est ce qui conclut la chronique d'activité de cette semaine. Je rappelle, c'est le belvédère des Deux-Rivières à Matapédia, un lieu exceptionnel à aller voir. Ça vous tente de faire un petit road trip dans une fin de semaine. C'est à 1 heure Ouais. de la vallée de la Matapédia à peu près. À environ 1 heure d'Amkoui, exactement. Donc, c'était quoi faire en fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre activité. C'est ce qui termine notre émission de la semaine. Si jamais vous en voulez un peu plus, vous avez juste à aller sur notre compte Facebook et Instagram ou notre chaîne YouTube. Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine.